واحبار الشادو وينو وناقي واحبار الشادو وينو وناقي ولا ليالو ودا أقادا وهي تعلينتا ودد توسن وهي تعلينتا ودد توسن ضد يوعظ وذا أقادا. Nous revoilà encore aujourd'hui pour une nouvelle séance de révision sur une activité qui est proposée au baccalauréat. Cette activité s'appelle la synthèse des documents. Comme vous savez, l'épreuve de français est composée de 3 activités. La première activité, c'est celle qu'on avait préparée et vue ensemble dans la précédente séance. C'était le travail de la résumé. Aujourd'hui, nous allons découvrir le travail de la synthèse, qui est une activité proposée pour les élèves littéraires et non littéraires, mais avec des finalités différentes. Parce que pour la série L, ils doivent faire un plan détaillé de la synthèse, et les points qui sont répartis à la synthèse, c'est de 6 points. Et pour la série non littéraire, c'est-à-dire les séries économie sociale et scientifique et la science de la gestion, ils doivent faire une synthèse complète et rédigée. Donc, la synthèse, c'est quoi? Mais avant tout, le sujet est composé de quoi? Le sujet, il est composé d'un corpus de documents, de 2 textes. Et les appellations sont assez claires parce que nous aurons document A et document P. Comme vous savez et comme vous avez toujours travaillé en classe, la synthèse elle est faite par rapport à 2 documents qui sont proposés dans le sujet. Et ce sera formulé sous forme de document A et document B. Par rapport à ce document-là, vous aurez 3 travaux à faire. Le résumé, les questions d'analyse et la synthèse. La synthèse, c'est la 3e activité qui est présentée. Et comme je dis, elle est de 2 points pour la série non littéraire et de 6 points pour la série littéraire. Et pour la série littéraire, on propose de faire le plan détaillé de la synthèse. Les autres séries, on leur demande de faire une synthèse complète et rédigée. Alors, maintenant, si on essaie de revoir la formulation qui est donnée dans la question, on va toujours vous donner une formulation qui est dite « faites la synthèse de ces 2 documents en analysant la dénonciation, par exemple, de la guerre. » Pour la série L, on vous dira aussi de faire le plan du développement de la synthèse en analysant la dénonciation. C'est-à-dire, le même sujet peut être présenté pour les séries non littéraires et littéraires, mais la formulation de la question sera toujours différente. Donc, il est très important de lire la question qui est proposée. Maintenant, c'est quoi une synthèse? La synthèse est un exercice d'évaluation qui concerne toutes les filières de terminale et elle est entièrement rédigée pour les séries non littéraires, et tandis qu'elle doit se faire sous forme de plan détaillé pour les candidats de la série littéraire. Elle vaut 10 points pour les séries non littéraires et 6 points pour la série L. D'accord? Elle consiste à rédiger un texte synthétisant, un corpus de 2 textes traitant d'un même sujet et destiné à exposer de façon objective et concise les éléments essentiels permettant de les confronter. Dans votre phrase de préparation pour le travail de la synthèse, il faudra des choses qu'il ne faudra pas faire. Il faudra comprendre qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas dans la synthèse. D'abord, on n'accepte pas qu'une synthèse soit un assemblage ou une addition d'idées prises dans chacun des textes. Il ne faut pas que la synthèse soit un résultat d'un repérage des idées essentielles présentées successivement sans articulation. La synthèse, ce n'est ni un compte rendu de lecture, ni un résumé successif des différents textes. La synthèse aussi, ce n'est pas une suite d'explications des textes. La synthèse aussi, ce n'est pas l'expression d'un jugement personnel à propos des textes, des idées défendues par ces textes, ou une prise de position par rapport au sujet abordé. Mais il s'agit de mettre en discussion les textes et de rechercher les points communs et les divergences qu'il y a entre deux textes qui sont proposés dans le corpus. Maintenant, puisqu'on a parlé de ce qu'on ne doit pas retrouver dans une synthèse, on doit parler aussi de la définition même de synthèse. Qu'est-ce que c'est qu'une synthèse de documents? C'est un ensemble organisé d'éléments
jusqu'à là séparées ou associées différemment. Elles forment une composition cohérente et ordonnée dans laquelle le candidat confronte les documents sur les points essentiels qu'il aura dégagés. Les idées doivent s'enchaîner selon les étapes d'un raisonnement conçu, comme le développement d'une problématique distinguant l'essentiel du superflu. Elle est neutre, objective, donc pas de marque d'énonciation, ni de pronom personnel, ou de modélisateur. Pas de partialité, ni de jugement personnel sur les idées. La synthèse est fidèle aux idées des auteurs concernés. Maintenant, on va essayer de vous donner quels sont les critères d'évaluation de la synthèse. C'est-à-dire qu'il faudra savoir sur quoi vous êtes évalué. Vous êtes évalué sur une structure de 3 parties. Il faut que dans votre synthèse, il y ait une introduction, un développement et une conclusion. Et chaque partie qui est donnée respecte ses propres composantes, ses propres caractéristiques. Ensuite, il faut que la rédaction que vous proposez ce jour-là soit cohérente et qu'elle mette en dialogue les documents, sans point de vue personnel. Il faudra prendre en compte aussi le maximum des informations des documents. Et aussi, puisque vous passez un exercice de français, puisque c'est le français pour les spécialités, il faudra aussi faire attention à la maîtrise des langues, le lexique adapté, l'orthographe lexicale et grammaticale. Après, quelles sont les erreurs à éviter? Mais on est toujours, il faut savoir déjà, c'est bien écrit sur le diapo que je présente, nous sommes toujours en phase de préparation. Quelles sont les erreurs à éviter? Au niveau de l'introduction d'abord, il ne faut pas oublier de mettre le plan, parce que il est difficile de savoir les étapes que vous suivez ou le raisonnement que vous suivez si vous ne donnez pas de plan. C'est-à-dire qu'il est obligatoire de bien formuler votre plan dans la partie qui est appelée l'annonce du plan. Après, ce plan-là, il doit être fait à partir d'une problématique. Et la problématique, comme vous savez, elle est déjà donnée dans la question de la synthèse. Puisque juste après cette question, faites la synthèse de ces 2 documents en analysant, en comparant, en confrontant. À partir de là commence la question. Et c'est à vous, après, de reformuler la question de la problématique pour mieux développer la question. Et ensuite, il ne faut pas confondre problématique et thème. La problématique doit être une phrase complète. Sujet, verbe, complément, sous forme d'une question. Une synthèse sans problématique rend sans intérêt tout votre travail. Parce que comment savoir que votre développement ou l'annonce de plan que vous faites est adéquat ou cohérent par rapport à ce que vous voulez traiter dans le développement? C'est par rapport à la synthèse. Mais aussi, la conclusion aussi dépend de la problématique que vous posez ce jour-là. Maintenant, puisqu'on a parlé de l'introduction et de ce qu'il faut éviter dans l'introduction, on va parler du développement. Le développement, c'est quoi? C'est déjà là où vous menez, c'est l'étape où vous menez votre réflexion. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faut suivre dans votre développement? Quelles sont les erreurs à éviter dans le développement? Il faut déjà suivre une démarche argumentative cohérente. Parce que beaucoup de copies que les animateurs corrigent le jour du bac, le correcteur se plaignent de quoi? Ils se plaignent que les copies ne soient que des collages de citations ou de résumés. C'est-à-dire aucune confrontation de documents n'est faite. Et après, il faut s'en tenir aux idées essentielles en procédant par le biais de la problématique formulée en amont. Un travail de tri. C'est-à-dire, votre développement est basé sur quoi? Sur la problématique qui a été posée. Et elle essaye de répondre d'une manière organisée à la problématique. Donc, il faudra faire attention à mettre toujours en relation entre les développements que vous faites et la problématique qui a été donnée dans l'introduction. Il faut savoir aussi repérer et citer des exemples pertinents et utiles pour votre démonstration. Il ne faut pas un recopiage du texte, c'est-à-dire d'un bout à l'autre recopier le texte, juste pour que le professeur retrouve l'exemple voulu, l'exemple que vous citez soit précis. Et toujours, on rappelle toujours la même chose, il faudra faire attention à votre style d'écriture et à l'orthographe que vous utilisez. On est toujours dans la phase de préparation, chers candidats. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter dans la conclusion? Il faudra que votre conclusion reprenne de manière très succincte l'essentiel de votre développement. Elle ne peut faire l'objet de nouveaux développements et elle doit comporter autre chose que ce qui a été dit en amont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ajouter une réflexion qui vous appartient. Il faudra déjà résumer le développement et ne pas ajouter d'autres idées qui ne font pas partie des idées qui ont été présentées dans votre développement.
Il est inutile de citer des exemples ici de corpus. C'est la conclusion. Vous n'avez pas besoin de mettre des exemples dans la conclusion. Et enfin, ne pas oublier de dépasser la problématique du départ en proposant un élargissement à des thèmes associés, voire opposés. C'est-à-dire élargir votre conclusion à d'autres thèmes. Toujours dans la phase de préparation, quand on a fait l'introduction, le développement, et qu'on vous a dit les erreurs à éviter dans l'introduction, dans le développement, dans la conclusion, et encore dans la phase de préparation, il est utile de lire déjà les textes du corpus. C'est très important de lire les textes du corpus parce que vous allez confronter ces textes-là. Donc la compréhension est très importante. Donc comment lire ces textes-là? Comment faire une lecture cohérente et pertinente? Il faudra d'abord, avant tout, entamer une lecture pertinente des documents. Il faut lire attentivement l'énoncé proposé en fin de sujet, la dernière page. Le plus souvent, il y a un libellé du genre, vous ferez la synthèse de ces deux documents en vous appuyant sur telle ou telle idée, comme j'ai déjà dit. Et après, le plan de votre synthèse est souvent explicitement fourni dans la consigne. Lire la consigne dès le départ, ainsi que là où les questions d'analyse permettent de gagner du temps, en repérant immédiatement l'intérêt du corpus proposé. Par exemple, il y a deux types de questions qui sont proposées dans la synthèse. Par exemple, on peut vous dire dans la synthèse, faites le plan détaillé de la synthèse en analysant les symptômes et les conséquences de telle maladie. C'est-à-dire que déjà en amont, on vous a présenté quelles sont les deux parties que vous devez utiliser dans la synthèse. Ou bien, si le texte est basé sur la thématique de la guerre, que ce soit pour les séries littéraires ou les séries non littéraires, vous pouvez avoir, en analysant la dénonciation de la guerre. Mais ça sera à vous de retrouver les idées utilisées par les deux auteurs et qui sont communes pour les deux auteurs pour la dénonciation de la guerre. Donc, à vous, premièrement, de lire la question de la problématique, de savoir repérer la problématique qui est donnée et de rechercher si le plan est déjà évident dans la question qui sont proposées ou bien qu'elle vous demande aussi de rechercher un plan approprié pour répondre à la problématique proposée dans la question de synthèse. Toujours dans la phase de préparation, quand on a étudié, on s'est préparé pour l'introduction, le développement et la conclusion, maintenant il s'agit de lire les textes. Lire les documents, les textes du corpus. Comment lire ces textes-là? D'abord, il faudra, dans une première lecture, repérer les paratextes du texte. C'est quoi les paratextes? C'est de repérer la date de l'écriture du texte ou de repérer la date de parution du livre duquel le texte a été extrait. Il faudra aussi repérer le nom de l'auteur. D'accord? Et enfin, il faudra prendre un stylo, un crayon et essayer de repérer les thèmes ou les idées essentielles qui sont traitées dans les deux textes. Pour ça, il faudra faire quoi? Il faudra faire un petit tableau récapitulatif et essayer de repérer d'abord un premier repérage d'idées essentielles de deux textes. D'accord? Et après, vous allez confronter ces idées-là et on vous propose un tableau qui récapitule cela, et afin de vous faciliter aussi cette recherche et cette mise en commun des textes. Donc, comme vous voyez dans ce tableau, on vous a fait un tableau en 3 colonnes. Dans la première colonne, on a les confrontations d'idées. On les recherche d'abord les points communs et les convergences entre les documents, et ensuite les divergences. Et ce tableau-là, il n'aura pas cette forme dans votre copie, il sera beaucoup plus grand parce qu'on essaie au moins de chercher plusieurs points communs entre les deux documents. Document 1, il faudra marquer l'argument ou l'idée qui est présente et qui est présente aussi dans le deuxième document, c'est-à-dire les points communs. Et aussi, il faudra aussi chercher les divergences. Pourquoi chercher les points communs et les divergences? C'est en cas où, dans la question de synthèse, on vous demande de confronter les documents, c'est-à-dire de confronter deux visions des auteurs sur une thématique précise. Donc là, il faudra rechercher les points communs et les différences. Et ce tableau vous facilite aussi de retrouver cette confrontation. Mais vous pouvez aussi travailler sur les points communs entre les documents. Parce que quand on vous dit d'analyser la dénonciation de deux auteurs d'une thématique de la guerre, par exemple, ou de la colonisation, il faudra retrouver les points communs qu'il y a entre les documents et de voir comment ces deux auteurs-là ont pu parler de la guerre et de ses effets néfastes. Ou par exemple, on peut vous dire aussi de confronter deux visions différentes de deux auteurs sur la guerre. Et là, vous aurez aussi ce plan-là, de trouver les points communs et les différences. Un auteur dira par exemple que la guerre a des effets positifs et un autre dira aussi qu'elle a des effets négatifs. Et il faudra aussi montrer
les divergences et les convergences entre ces deux auteurs-là. Maintenant, les textes que vous analysez, ils appartiennent à des natures différentes. Soit vous aurez des textes littéraires, tels que des extraits de romans, d'une pièce de théâtre, d'un poème, d'une nouvelle ou d'un conte, ou vous aurez aussi des textes argumentatifs, par exemple un essai, ou vous aurez des articles qui sont tirés des médias, ou vous aurez une image, des documents iconographiques tels que tableaux, photos, dessins, éclairant le texte ou pas. Ou vous aurez aussi des documents statistiques, des tableaux, cours, histogrammes. Donc vous aurez des natures de documents différents. Dès le début, vous pouvez voir les documents qu'on vous donne, ils appartiennent à quelle nature de documents. Est-ce que c'est un texte qui est extrait d'un roman? Est-ce que c'est un essai? Ou est-ce que c'est un tableau de statistiques? Par exemple, si vous avez des cas de maladie. Si, par exemple, on prend des cas de maladie pour les séries scientifiques ou pour les séries économiques, si vous avez des courbes qui présentent des courbes économiques. Alors, maintenant, on vous donne aussi une autre astuce pour confronter les textes. Par exemple, vous aurez 3 types de confrontation des textes. Vous aurez 2 textes dans lesquels les idées vont se renforcer. C'est-à-dire, comme c'est indiqué même dans votre livre, ce type de schéma est présent, on peut retrouver la même idée dans 2 documents, ce qui lui donne la force. On peut aussi trouver dans le document X, c'est-à-dire le premier document, un exemple qui corrobore l'idée contenue dans le document Y. Et ceci aussi permet de faire une confrontation de documents. Et ça fait partie de la synthèse. Vous aurez aussi des idées qui se complètent dans 2 documents. Par exemple, une idée développée dans le document X peut se poursuivre dans le document Y. Une idée énoncée dans le document Y peut être énoncée dans le document X. Mais ce travail-là, ça permet de montrer que le premier document et le deuxième document se complètent. Et ce choix est fait dès le début par les concepteurs de sujets, afin que les 2 documents présentés aient au moins des liens pour qu'il y ait synthèse. Parce qu'une synthèse, c'est quoi? C'est une confrontation et une mise en discussion des documents. Et ensuite, vous aurez aussi, dans 2 documents, les idées qui peuvent s'opposer. Et là, l'opposition peut être totale, ce qui permet de montrer dans la synthèse que 2 courants existent. L'opposition peut être partielle. On pourra chercher à voir quels sont les points d'accord et les points de désaccord. Par exemple, on peut avoir 2 textes qui parlent de la colonisation et dans un document, un auteur dira les effets positifs ou de la colonisation et un autre, dans un autre document, va dire les conséquences négatives de la colonisation. Et là, vous aurez 2 documents qui ont des points de vue divergents, mais qu'il faudra faire la synthèse pour montrer quelles sont les différences d'opinion sur cette thématique qui est la colonisation, et qui est une des thématiques qui sont étudiées par toutes les filières de terminale, toutes les séries de terminale. Tout à l'heure, on vous a détaillé la phase de préparation. Maintenant, puisque vous avez fait et vous avez compris les astuces qu'on vous a données pour la préparation, maintenant, on va vous donner quelques conseils sur la phase de rédaction. D'abord, l'introduction. L'introduction comporte 3 étapes. Il y a la présentation des documents, la problématique, l'annonce du plan choisi par rapport à la problématique qui a été proposée. L'introduction, par exemple, dans la première étape, qu'est-ce que vous avez dans l'introduction? L'introduction, elle doit brièvement présenter le thème traité et succinctement le document étudié. C'est-à-dire qu'il faut dès le début dire qu'il s'agit de 2 documents, par exemple, qui appartiennent à la thématique de la colonisation ou qui traitent de la science, si c'est des élèves scientifiques. Et il peut être intéressant de préciser les genres. Est-ce que ce sont des extraits d'essais, de romans, de théâtre, des critiques littéraires, d'articles de presse ou extraits de loi? Mais ceci n'est pas important. Mais si dès le début, vous présentez déjà le corpus, le thème qu'ils ont en commun, mais aussi vous présentez les textes que vous avez, c'est-à-dire le premier texte, il est extrait de quel texte, extrait de quel livre, écrit par quel auteur, et le deuxième document, il est écrit par quel texte, par quelle personne est écrit, par quel auteur et en quelle date, ça c'est déjà un début. Ensuite, nous avons la problématique. La problématique, c'est la 2e étape de l'introduction. Et elle permet de donner la question qui va guider le développement que vous allez faire ou la réflexion que vous allez mener dans le développement. Et cette question-là, c'est une problématique qui est commune aux 2 textes. Et à la fin, vous avez l'annonce du plan. L'annonce du plan doit présenter les parties du développement que vous proposé, c'est-à-dire en différents points. Dans notre première partie, nous allons étudier cela, et dans notre deuxième partie, nous allons étudier ceci. Et la bonne formulation
de votre plan, dans l'annonce du plan, guide mieux le correcteur. Et si vous annoncez et que vous faites correctement l'introduction, vous aurez sûrement les points qui ont été répartis à cette étape de l'exercice de la synthèse. Maintenant, le développement, c'est quoi? Le développement, il s'agit de confronter les documents en un développement qui comprend 2 à 3 parties, qui mettent le document en dialogue autour de la problématique. Chaque document doit être cité dans chaque paragraphe. Par exemple, dans une partie de synthèse, vous avez l'idée directrice que vous mettez dès le début, et ensuite vous avez 2 sous-parties. Dans la première sous-partie, vous donnez l'argument, et cet argument doit être justifié par 2 exemples. Un exemple tiré du premier document et un exemple tiré du deuxième document. Et le même cas de figure pour le deuxième argument. Ou vous avez aussi un deuxième cas de figure. Et ces cas de figure-là, c'est quoi? C'est par exemple, vous donnez l'idée directrice de la première partie, et dans le premier argument, vous traitez le premier document, et le deuxième, dans la première sous-partie, vous traitez le premier document, et dans le deuxième sous-partie, vous traitez le deuxième document. Mais ces 2 documents qui sont traités dans 2 sous-parties doivent former une discussion ou doit être une mise en discussion qui justifie l'idée générale que vous avez donnée dès le début. Donc, le premier cas de figure que j'ai donné, c'était d'abord que l'idée directrice soit justifiée par 2 arguments. Dans le premier argument, nous devons avoir 2 exemples, un exemple du document A et un exemple du document B. Le deuxième argument doit avoir aussi un exemple du document A ou du document B. Mais si les textes qu'on vous propose ce jour-là et dans l'examen ne se présentent pas et que dans ces cas de figure-là, vous avez aussi un cas de figure de synthèse où, dans la partie où vous avez l'idée générale, dans le premier argument, vous devez donner une sous-partie qui parle du premier document, et dans la deuxième sous-partie, vous devez parler du deuxième document. Mais ces 2 documents que vous avez traités différemment participent à l'explication de l'idée générale qui est donnée dès le début. Et cette idée générale permet de confronter les 2 textes, de montrer 2 phases de 2 textes. Par exemple, vous avez dans le livre de français, dans la partie guerre et colonisation, le sujet qui est corrigé, vous avez un plan détaillé qui est proposé. Et vous avez une idée générale qui met en discussion, qui montre 2 phases divergentes d'une idée, opposées d'une idée de 2 textes, c'est-à-dire une opposition d'idées de 2 textes. Et dans le premier argument, on présente la première idée et on la justifie. Et dans le deuxième texte, on présente l'idée qui s'oppose à elle. Et là, nous avons quoi? Une mise en discussion de 2 textes, mais dans 2 arguments, dans 2 sous-parties différents. L'essentiel dans une synthèse, c'est quoi? C'est une confrontation de documents, que ce soit dans 2 arguments ou dans un argument. Attention, chers candidats, il faudra ne pas faire un résumé des textes, parce que la synthèse n'est pas un montage de citations. Vous devez exprimer chaque idée dans un style personnel, avec votre propre lexique, c'est-à-dire vos propres phrases et votre propre syntaxe. Le contenu du tableau que vous aurez effectué doit aider à cette rédaction, puisqu'il a été écrit dans un style personnel. C'est-à-dire le tableau qu'on avait présenté tout à l'heure doit vous aider à mieux rédiger vos propres phrases et mener votre propre réflexion. Toujours dans la phase de rédaction. Et le développement. Le développement, c'est une organisation de parties qui doit se faire dans un ordre logique ou selon les règles de l'intérêt. Les parties ne doivent pas être disproportionnées. Au début de chaque paragraphe, on donne l'argument développé. Puis on se réfère très précisément aux différents documents qui doivent étayer l'idée annoncée dans la phrase précédente. Enfin, on termine le paragraphe par une courte phrase de bilan qui permet de reprendre de manière concise l'idée principale de la partie en question. C'est-à-dire, dans une partie, il y a l'idée générale. L'idée générale est justifiée par minimum 2 arguments ou 2 sous-parties, ou vous pouvez aller jusqu'à 3 sous-parties. Parce que, quand vous avez 2 parties, si la première partie contient 3 arguments, vous ne devez pas mettre 2 arguments dans la deuxième partie. Il faudra équilibrer les 2 parties. Vous devez mettre 3 arguments pour la première partie et 3 arguments pour la deuxième partie. Si vous avez mis 2 arguments pour la première partie, vous devez mettre 2 arguments pour la deuxième partie. Et quand vous finissez
de rédiger la partie, il faudra finir par une petite phrase récapitulative qui résume la première partie et qui annonce déjà la deuxième partie. On a parlé des arguments, on a parlé des idées, mais maintenant, les exemples, comment ils sont formulés? Les exemples que vous devez relever, ça ne doit pas être un exemple une énumération des exemples relevés dans le document de travail. En effet, il convient de construire un raisonnement à partir des idées essentielles du document, en recourant à des connecteurs logiques forts. Donc, il faudra utiliser des connecteurs logiques appropriés pour mieux organiser vos arguments et rendre les exemples que vous donnez plus pertinents. Il faudra abandonner les éléments secondaires et annexes du texte pour ne garder uniquement les thèmes abordés. Donc, quand vous donnez des exemples, ce n'est pas un recopiage. Tout à l'heure, j'avais dit, il ne faut pas, voilà, le professeur, il faudra lui donner un lot d'exemples et c'est à lui de choisir la partie d'exemple qui concerne l'argument qui est donné. Mais il faudra lui donner un exemple concret avec des connecteurs logiques bien précis pour que la compréhension soit pertinente, mais aussi cohérente par rapport au raisonnement que vous menez. Chers candidats, on arrive à la dernière étape de l'activité de la synthèse, c'est la conclusion. Le plus grand du travail, c'est le développement, parce qu'une synthèse, c'est une confrontation de documents composée de deux étapes qui se suivent logiquement. D'abord, il faut une conclusion objective qui fait le bilan au problème qui a été posé dans l'introduction. Le développement, il s'agit de résumer ce qui a été dit dans le développement. Non pas aller au-delà de ce qui est présenté dans le développement, mais juste faire un petit bilan du développement. Ensuite, vous avez une conclusion personnelle qui consiste à dépasser le contenu des documents. Elle est souvent terminée par une proposition d'élargissement à des thèmes autres que ceux abordés dans le corpus, mais qui lui sont plus ou moins liés. Donc, il faudra réussir à faire le bilan, chers candidats, de votre développement ou du raisonnement que vous avez fait dans votre développement et ensuite présenter un petit élargissement vers d'autres thématiques qui sont liées à ce corpus de textes que vous avez étudié. Chers candidats, cet exercice de synthèse prend du temps. Et prend du temps pourquoi? Parce qu'il faudra comprendre les deux textes. Si vous arrivez à comprendre les deux textes qui sont proposés dans le corpus ce jour-là, rien n'est plus facile que la synthèse, parce qu'une bonne compréhension mène à une bonne rédaction de synthèse. Je vous souhaite bonne chance pour le baccalauréat.